parlons Daredevil. C'est bien avec Daredevil, on va pas du tout parler de sujets d'actuel et de société. C'est une blague, bien évidemment. Euh, Ouais. Mais un autre sujet, en tout cas. ouais, pas tout à fait la même chose. Voilà, donc Daredevil Born Again saison 2. Le premier épisode est sorti hier, oui, hier matin chez nous, Cocorico. C'était un petit peu, voilà, c'était pour moi la saison qui allait vraiment déterminer si ce projet-là était bien ou pas, parce que bon, première saison, un, c'est un peu un être à deux têtes, quoi, un être bicéphale, quoi. Il y avait un petit peu ce qui était resté du remaniement créatif, hein, voilà, vu que le Born Again était parti dans une direction et puis ils l'ont changé en cours de route. Donc il y avait un produit un peu bâtard. Il y avait des. Ça manquait d'évanescence, c'est vrai, exactement. Donc il y avait des bonnes choses dans l'ancienne version, il y avait des bonnes choses dans la nouvelle, il y avait des mauvaises choses dans l'ancienne, il y avait des mauvaises choses dans la nouvelle. Voilà, mais on voyait clairement qu'il y avait deux états d'esprit, deux visions du personnage qui étaient un petit peu collés dans une saison. Au final, la série s'en est pas trop mal sortie. La toute fin de la série était vraiment quasiment que de la nouvelle vision. Et on voyait clairement une certaine amélioration, même si tout n'était pas parfait. Donc là, c'était un petit peu le premier épisode, c'était un peu l'occasion de voir si c'était juste la chance ou si c'était vraiment un nouveau souffle qu'on voyait pour cette série et que la suite allait être bonne ou pas. Donc bon, il y a eu juste un seul épisode, j'en reparlerai en fin de partie, mais voilà, c'est pour ça, on va dresser un portrait très à court terme. On va pas se lancer On va dans pas des juger avis l'ensemble de la série, c'est ça? Mm. exactement, ou voilà. Donc, principalement, le premier épisode, ce qui est bien, c'est qu'on se disperse pas trop. C'est pas plus mal, puisque la première saison, c'était quand même terminé euh, on va dire un semi-cliffhanger. C'est particulier parce que cette première saison de Daredevil Born Again, c'est pas vraiment terminé en soi en fait. Elle s'est juste arrêtée en attendant la suite. Là où pour moi, les séries Netflix, enfin, les trois saisons de la série Netflix Daredevil avaient vraiment. Il y avait une vraie fin. Que ce soit la saison 1, 2 ou 3, c'était vraiment. Il y avait la fin d'un arc. On finissait quelque chose. La fin de la première saison de Daredevil Born Again, c'était un peu en mode on nous prépare quelque chose et on va voir ce qui se passe après. Donc déjà c'était un peu l'attente était un petit peu plus compliquée parce qu'il y avait vraiment ouais, une conclusion avec une piste. Voilà, mais enfin, hein, pour moi ça conclut pas vraiment grand chose. Euh, C'était beaucoup de préparation sur ce qu'elle allait venir après. On terminait certains Ah trucs, mais bah, c'était pas on la a grande clairement histoire. mis des pièces en place pour la suite. Oui, oui, Voilà, ça c'est évident. C'est même pas, ça va au-delà de la fin ouverte, hein. C'est clairement le terrain est préparé pour la suite, hein. Oui, oui, bien la sûr, bien suite au sûr. prochain numéro quoi. Oui, Donc là pour moi ils ont évité l'erreur de reprendre toute cette intrigue-là qui a été mise en place par cette fin de première saison et de s'éparpiller avec des trucs qu'on n'a pas forcément envie de voir. On a fini avec Matt est en train de mettre en place avec Karen, avec Cherry, avec des policiers qui restent encore honorables, tout ça, un certain réseau de résistance pour combattre Fisk, sa mise en place de la loi martiale, une sorte de nouvel ordre au sein de la ville, son port, etc. Et là on commence, et c'est clairement Matt dans l'action, en train de faire ce qu'il avait préparé à la fin de la première saison. Il travaille avec Karen, il travaille avec Cherry, il travaille avec son réseau d'indic, etc. Donc voilà, on s'est pas trop éparpillé avec plein de personnages. On a retrouvé, pour moi il me semble on n'a pas eu de nouveaux personnages dans ce premier épisode. On n'a pas eu de nouvelle addition. Si on en a eu un. Enfin, ouais, il y en a eu un seul, et je trouve que c'est très bien parce qu'on n'est pas en train de. Voilà, on reprend un peu le tunnel dans lequel on était rentré pour vraiment remettre en ordre tout ce qui se passe, comment ça se passe, et remettre un petit peu un nouveau statu quo, voilà, faire un petit peu de table rase de ce qui s'est passé avant, et voilà où on en est. Et je trouve que c'est très bien parce que c'est. Voilà, on s'est terminé sur qu'est-ce qui va se passer avec Karen, qu'est-ce qui va se passer avec Matt, et on revient ici et on est déjà là-dedans. On est déjà là-dedans. Donc c'est bien, on s'éparpille pas et on est concentré. Donc ça c'est pas plus mal. Alors, j'ai pas vu la saison 1 de Born Again, j'ai pas revu les premières saisons depuis qu'elles sont sorties, ça vaut le coup de remater les trois premières avant Born Again. Euh... Se bah, dans refaire tous à les la... cas, elles sont pas mauvaises. Donc moi personnellement, je me les suis refaites, mais rien que par plaisir, quoi. Parce que c'est Voilà. vrai que j'avais bien aimé, c'était quand même déjà relativement lointain. Donc du coup, je m'étais refait les trois pour être prêt, certes, mais aussi par plaisir, quoi. Oui. C'est pas nécessaire, il n'y a pas
d'intérêt scénaristique. Enfin, de temps en temps, la série fait référence à certains trucs, machin, mais c'est pour du bonus à la limite. Je trouve qu'on n'est pas perdu Mm. sans. Après, oui, les 3 saisons, elles sont très bien, quoi. Donc, tu passeras un bon moment, quoi. Après, j'ai envie de dire, je pense que ça dépend si tu connais Daredevil ou pas. Par exemple, là, si tu le prends vraiment en cours de route, Bullseye, il est quand même il est bien établi, quoi, déjà, hein. Hmm, Donc, si tu veux vraiment voir, entre guillemets, sa montée en puissance, t'es bien obligé de te taper l'ancienne série, quoi. oui, oui. Par Après, exemple. si t'es déjà familier avec l'univers Daredevil, tu sais qui est le Là, ça passe plus Caïd, tu facilement. sais qui est Bullseye. Absolument. Mm. Après, si t'es vraiment, si tu connais zéro, là oui, il vaut mieux regarder la série Netflix et en plus c'est très très bien, quoi, beaucoup très très bien. Alors, alors c'est vrai que je l'ai pas mentionné dans la partie. Oui, il n'y a pas de Frank Castle. Euh, on le verra dans le film Spider-Man, on le verra dans son propre special TV, je sais pas quoi, qui sort le 12 mai, donc une semaine après la fin de la série. Euh, donc je pense que niveau planning de tournage et tout ça, c'était chaud pour l'inclure. Je crois que c'est ce qu'il a dit, hein, clairement, que niveau planning, c'était pas possible. Il me Voilà. semble qu'il a fait une déclaration à ce sujet. Donc est-ce qu'ils vont un petit peu du côté de Spider-Man ou du côté de son TV special dire pourquoi il était pas là, etc. Peut-être. Après, je pense que s'ils avaient vraiment voulu mettre le Punisher, ils auraient trouvé un moyen de le faire. Donc je pense que s'ils l'ont pas mis, c'est qu'ils estimaient que c'était pas nécessaire. Je leur fais confiance parce qu'en plus le showrunner de la série Born Again, il a été showrunner de la série Punisher, donc je pense qu'il sait ce qu'il fait avec le personnage. Donc bon, là-dessus je leur fais confiance. Donc voilà. Et puis bon, c'est vrai que c'est pas vraiment la guerre de Frank, quoi. C'est pas son combat, quoi. C'était pas sa guerre. C'était pas sa guerre. Ah bah, bref. Ah bah voilà. J'ai les rêves, j'ai certaines rêves quand même. On commence une scène d'action plutôt sympa avec Matt sur un bateau. Il y a des scènes assez impressionnantes où on voit le bateau couler. On sent que c'est pas le même budget que quand à l'époque de Netflix. On met un petit peu plus de moyens. Donc voilà, on commence par une scène d'action et très vite, voilà, on le voit interagir avec Karen et on les voit vraiment dans le dur de l'action en mode qu'est-ce qu'ils font depuis, on sait pas si c'est des semaines ou des mois, etc. Donc, et on voit que Karen a pris un rôle beaucoup plus proactif dans la résistance. Elle a toujours été un côté un peu investigation, recherche d'infos. Là, ça se voit qu'elle est peut-être un petit peu plus sur le terrain, etc. Ça colle avec le personnage, vu ce qu'elle a fait Elle a cassé des notamment. dents. Voilà, vu ce qu'elle a fait à Wesley, notamment en première saison de Daredevil, elle a pas peur de se Yes. salir les mains. Euh, et même voilà sa confrontation avec Fisk en saison 3 aussi, où elle dit clairement j'ai buté ton pote. Ouais, voilà, elle a toujours eu un peu le sang chaud. En tout cas, cette version-là du personnage, dans les comics, c'est un peu une autre histoire, mais en tout cas, cette version-là, donc c'est raccord et c'est plutôt logique. Donc voilà, niveau personnages principaux, rien à redire quoi. C'est Matt, c'est Karen. Alors, ils sont ensemble pour de vrai cette fois-ci. Euh, J'étais un peu incertain sur comment les choses s'étaient terminées avec Heather, donc qui est un peu l'ex de Matt. On pouvait supposer que voilà le fait qu'elle accepte l'offre d'emploi de Fisk et tout ça, que c'était vraiment terminé, le fait que Matt devienne fugitif et tout ça. Voilà, mais c'est vrai que oui, je m'en suis souvenu après, j'ai été un peu teuteux, mais euh, Je pense pas qu'elle va se faire refroidir par Bullseye. moi Ah, non plus. surtout si Foggy est absent et entre guillemets qu'il ne revient pas. Bon, j'y crois pas, je pense que tôt ou tard il va revenir. Mais en attendant, il est toujours pas là. Donc si vraiment il revient pas, ça va commencer à faire vide par rapport au casting principal, Ouais, quoi. Donc je pense qu'elle restera. ouais. Petite parenthèse, moi j'ai été un peu plus mitigé quand même sur la scène du bateau. Alors effectivement, c'est pas forcément quelque chose qu'ils auraient fait à l'époque de Netflix, mais la scène en elle-même, je l'ai pas forcément trouvé dingue, notamment la montée de l'eau à l'intérieur même du Hmm. bateau. Ouais, c'était Bon, bon. je m'attendais pas à voir du Titanic, mais c'était pas fou, quoi. Ouais. Bah, clairement, moi cette scène, c'est vraiment un peu l'intro d'un film James Bond, quoi. On te largue un peu au centre de l'action et c'est vraiment pour te mettre dans le truc, quoi. C'était pas vraiment Hmm. c'était plus dans cette. Je trouve que ça fonctionnait bien dans ce cadre-là où on te remet dans la scène de l'action et ça t'explique plein de choses sur ce que Fisk est en train de faire, comment Matt le contre, etc. Donc je trouve que après oui c'est vrai que techniquement il y a des trucs qui sont pas dingo dingo, mais on y reviendra après. On y reviendra pas après. Oui, Shylock c'est aussi son ex. Il faut savoir que Daredevil, ça c'est bien qu'il a adapté. Daredevil dans les comics c'est aussi un chaud lapin. Voilà. Oui, Donc c'est vrai. voilà. C'est pas, c'est vrai. Karen, Electra, Jennifer, il y a plein d'autres. Peut-être Natasha, je crois, la veuve noire, tout ça. Enfin, ouais. Après, personnage qui est né, qui a été créé dans les années 60, ça fait 60 ans qu'il est là. Faut,
Voilà, il faut qu'il lui change un peu son love interest de temps en temps, sinon. Ouais, ouais. Mais là, lui, il va au-delà, tu vois. Bah, et c'est comme Bruce, tu vois. Bruce, pareil, c'est un chaud lapin, tu vois. Mais bon, Bruce, il y a le côté Playboy, il faut se donner une image, donc voilà. Oui, ouais, exactement. Matt, je pense qu'il est juste là pour l'amour du jeu, comme on dit, hein, for the love of the game. Hein, il aime ça, quoi. Il est là Il est pour catholique. le plaisir. Voilà. Pardon. Bah, il faut pas oublier que c'est un catholique, hein, c'est un catholique qui se déteste. Donc il y a un petit côté relation haine-amour vis-à-vis de lui-même. Et, euh, et voilà, tu vois. Alors techniquement, si c'est un vrai catholique, du coup, il devrait avoir 50 gosses, hein, mais bon. Non, mais c'est parce qu'il a des sens surhumains, il peut savoir quand il se retire, quoi. Il a de l'instinct. Ouais, alors, Ça marche pas c'est tout le pas temps. aussi simple. Non, Oui, oui, oui. Mais bon. je parle pas d'expérience, mais c'est quand même un fait avéré. Il Oui, suffit pas de genre, pac. oui, Non, non. non. C'est pas qu'une question de timing. Des fois, c'est juste le fait d'y être, hein, mais bon. Oui, c'est vrai qu'on dérive bien là. C'est quoi un bon et un mauvais cadeau? J'ai dit qu'on arrêtait les sujets touchy pour ce soir parce que ça va être compliqué là. Euh, Chose qui moi m'importait beaucoup, c'est la gueule de la série. Born Again était vraiment en dessous en termes de photographie par rapport à la série Netflix. Il n'y a pas photo. Il y avait des trucs pas trop dégueux quand même dans la première saison. Mais bon, les deux derniers épisodes, voilà, qui étaient vraiment quasiment 100% la nouvelle vision créative, étaient un petit peu mieux. Il y avait un petit peu plus de recherche visuelle. Mais il y avait encore des trucs qui allaient pas, notamment le contraste, la saturation, la profondeur des noirs, tout ça. Là, ça va. Enfin, premier épisode, il y a des trucs qui sont pas trop mal. Il y a des plans qui sont cool, il y a des trucs comme ça. Par contre, je pense que. Alors, je pense que c'est un problème qui existe depuis des années sur plein de projets différents. Euh, j'ai vu quelqu'un sur Twitter qui disait ouais, moi j'ai regardé sur genre Disney Plus 4K, je sais pas quoi, avec Dolby Vision en OLED et tout ça, et genre la série est très belle. Je suis en mode cool, c'est bien, mais en fait, qui va se payer un matos à 3000 balles pour regarder dans ces Ouais, conditions-là? Alors que t'as une série Netflix qui peut être regardée sur ton téléphone, sur ton moniteur d'écran, et la série et était ça quand passe même bien. 3 fois plus jolie. Donc, ok, il y a des circonstances dans lesquelles la série est belle, etc. Et c'est vrai, hein, voilà, je trouve que les images que j'ai mises là, ça provient du tweet en mode avec la bonne définition et je pense que le bon étalonnage et tout ça. Mais il y a la slide d'après, j'ai mis des images. Attends, est-ce que c'est la slide d'après? Oui, la slide d'après, j'ai mis des images qui ont quand même beaucoup moins de gueule et qui ont toujours un petit peu les mêmes tares de. Il y a une sorte un petit peu de brouillard un peu constant et les noirs sont jamais très noirs. Enfin, c'est. Voilà, donc il y a des trucs qui sont bien, en termes, qui sont plutôt beaux dans cette. Il y a notamment aussi quelques jeux de lumière où des fois il y a des lumières qui clignotent et ça laisse apparaître du rouge, tout ça, donc très Daredevil. Donc il y a quand même des idées de mise en scène, de couleurs, tout ça, mais quand même on n'est pas encore là. Et puis oui, l'argument de il faut regarder. Moi par exemple, j'ai regardé ça sur mon PC parce que j'aime bien avoir le son avec un casque et tout. Euh, et j'ai pas toujours accès à la télé chez moi, là où l'ordi j'ai toujours accès. Le truc c'est que sur un navigateur, l'application Disney Plus ne diffuse, et c'est genre c'est comme ça, c'est limité, même si tu as l'option, tu peux aller jusqu'en 4K et tout ça, ton navigateur, ton Disney Plus version navigateur, n'affiche que de la 720p. Voilà. Tu payes 14 balles par mois, et on te montre sur PC des trucs à 720p. Je regarde sur mon téléphone, donc qui a genre 15 pouces de moins que mon écran, et là j'ai de la 1080p. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin bon, donc bon, mais bon, ça Qu'est-ce que ça dit que ceci? c'est le problème de Disney, c'est pas le problème d'Ardeville. Pour dire que il y a moyen de faire des projets, des séries, des films qui sont beaux, quel que soit l'écran sur lequel tu regardes. Alors oui, forcément, avec tes paramètres d'écran, ça peut avoir plus ou moins plus de gueule, mais je pense que je regarde le premier épisode de la série Netflix et le premier épisode de cette saison 2 de Born Again, je vois la différence. Même si c'est le même écran, je verrai qu'il n'y a pas le travail n'a pas été le même, etc. Donc le côté de régler votre écran, je le foutrais là où je pense, clairement. La série est pas moche pour autant, mais c'est vrai qu'il y a des trucs un peu. Alors sur Edge Non, peut-être non, ouais, mais mais oui, globalement, si tu mets trois quarts d'heure à régler un écran avant de regarder un épisode d'une série télé, c'est qu'il y a un os. oui, C'est aussi simple que ça. oui. Vraiment. Ah ouais. Alors Desert Stark, j'ai déjà essayé de changer de navigateur ou de l'application, notamment pour Wonderman, parce que j'avais déjà eu ce problème à l'époque, et j'ai pas vu d'amélioration.
Donc après, je sais pas, j'ai pas méga cherché sur Reddit ou machin, mais en tout cas, et après je regarde, j'avais comparé avec mon téléphone et ouais, je voyais mieux les détails et tout ça, donc je sais, même en changeant de navigateur, j'ai pas réussi à régler le problème, donc voilà. Mais peut-être que je regarderai ça sur ma télé au pire, hein, et puis j'arrêterai de chouiner quoi. Mais ouais, l'argument de régler son écran, voilà, il y a pas mal de lens flare dans les premiers épisodes, j'ai pas trop compris. Et il y a beaucoup d'utilisation de lumière qui font ouais, une sorte de filet de lumière qui rend tout un petit peu désaturé, etc. Ça peut rendre cool, mais là ils y sont allés vachement, ils sont allés vachement lourdingues avec ça. Genre il y en a beaucoup, il y a pas mal de scènes où t'as une voiture dans une allée et t'as des phares qui genre illuminent le truc et c'est genre ouais les sortes de d'halo de lens flare et tout ça. Mollo mollo. Mollo mollo. Genre c'est cool, ça peut être bien, ça peut avoir son intérêt. Même JJ Abrams te dirait d'arrêter là, que c'est trop, tu vois. Donc voilà, un coup c'est trop sombre, un coup. Et le pire c'est que la série Netflix était plus sombre, mais tu voyais mieux ce qui se passait, même dans l'obscurité. Et là, à l'inverse, les noirs sont beaucoup moins profonds, il y a moins de saturation, moins de contraste, et pourtant tu vois pas ce qui se passe. Parce que des fois, soit on te met de la lumière mal gérée, soit on te met de la noirceur mal gérée. Et là, clairement, t'es sur de lens flare et ouais, ça manque un peu de clarté parfois. Donc, Ah là, typiquement, c'est un peu ce qui se passe sur l'image en bas à droite, hein. T'as entre guillemets, t'as des pleins phares en pleine gueule et du coup, tu vois rien. ouais. Après, là, c'est une image qui est prise, donc en général, les gens bougent et camouflent un peu la lumière, mais c'est un peu pour illustrer qu'il Ouais, y a, mais il n'y en a pas qu'une. voilà, c'est qu'il y a plusieurs scènes où c'est comme ça, et t'es un peu en mode, waouh, tu vois, calmons-nous, tu vois, calmons-nous. Donc voilà, pour niveau photo, niveau la gueule de la série, il y a du mieux, mais on n'est pas encore là. Mais bon, c'est pas rédhibitoire non plus, parce que c'est pas le plus important, parce que je pense qu'en termes d'histoire et de personnages, on fait des choses mieux qu'avant. En termes de réalisation, c'est mieux qu'avant. Donc voilà. Mais c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et j'aime bien, surtout pour une série aussi belle que la série Daredevil. Rappelez-vous les scènes de l'appartement de Matt dans la série Netflix avec le sorte de néon à l'extérieur qui faisait des trucs de toutes les couleurs qui contrastent avec le noir de l'appartement parce que vu qu'en plus il est aveugle, ben, il a pas besoin de lumière. Enfin, t'as plein de scènes, que ce soit dans Defenders ou dans Daredevil. La scène du dîner entre Matt et Karen, où je crois qu'ils sont dans un. Je sais pas si c'est un resto. En tout cas, c'est un resto asiatique où t'as plein de trucs multicolores partout avec des lumières partout. Voilà. Ouais, voilà, c'est comme quand tu te fais flash sur CS, tu t'es pris une petite flash sur DOS 2, paf, c'est pareil. Les petits ajouts. J'avais dit que pour le moment il n'y avait pas trop d'ajouts par rapport à la première saison, par rapport à la première série. On sait que. Alors, les bandes annonces ont montré qu'il y avait Jessica Jones. On la mentionne dans le premier épisode. Hein, on dit Jess, hein, clairement, c'est un petit peu son informant, son réseau d'information. Mais c'est surtout le personnage de Matthew Lillard qu'on introduit dans ce premier épisode, Mr. Charles, qui dit bosser pour la CIA. Bon, c'est probablement vrai, mais c'est pas sûr non plus. La première fois qu'on le voit, il est à Washington, donc ce qui est pas impossible parce qu'il y a des bureaux de la CIA à Washington. Voilà, en tout cas, le personnage pour le moment, plutôt divertissant. On le voit pas énormément, ce qui est bien parce que l'épisode avait mieux à faire que d'introduire de nouveaux personnages pour le moment. Mais on montre clairement pourquoi il est là, un petit peu son caractère, son niveau de confiance slash d'arrogance, hein, on va pas se le voilà. Euh, voilà. Bonne addition, peu d'addition mais bonnes additions. On va dire ça comme ça pour le moment. Puis ça fait Il plaisir est de voir. monstrueux, hein. Oui, Mathieu Lillard, il est vraiment fidèle à lui-même. il arrive et il a l'air à l'aise quoi. Il a l'air chez Ah, lui, il est enfin exceptionnel. il a l'air de bien appartenir au truc. Voilà, c'est Bah, un je pense acteur, qu'ils lui ont on aime donné, bien. vu comme c'est parti, c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire, mais j'ai l'impression qu'ils lui ont quand même donné un personnage avec lequel tu as matière à t'amuser, et c'est un acteur qui sait s'amuser si tu lui en donnes les moyens. Et donc là, tu as vraiment un peu tout ce qui fait le charme de l'acteur. Donc déjà de base, bon acteur, mais Mm, aussi des jeux de regard, des mimiques, sans être Jim Carrey, hein, mais j'adore, j'aime beaucoup. oui. Il a le champ libre pour pouvoir faire ce qu'il fait de mieux, je trouve. Si vous n'avez toujours pas vu Life of Chuck, que j'ai abordé sur la chaîne, il a un rôle dedans et c'était un peu le rôle, alors que je le connaissais déjà de l'époque, bah, surtout Scooby-Doo, Scream, je l'ai regardé que sur le tard donc il m'a pas marqué très tôt, mais Scooby-Doo ça m'a marqué plus tôt et c'est vrai que oui je l'ai toujours vu un petit peu comme
dans un rôle un peu clownesque. Et il m'a fallu quoi d'une scène avec lui pendant 3 minutes dans Life of Chuck et je me suis dit ouais d'accord ok l'acteur il est bon quoi. Donc bon Ouais. c'est en très peu de temps il peut très facilement convaincre. Donc voilà. Oui mais Tarantino il peut aller se faire hein, il a qu'à aller chialer à Tel Aviv ou je sais pas quoi et puis il peut aller se faire foutre. J'aime beaucoup les films de Tarantino mais par contre lui il me saoule hein, par contre Ouais, moi aussi, mais il a toujours eu des goûts un peu particuliers, ouais Minotaur Tarantino. ouais ouais. Alors, Mais c'est une Bible, hein, le mec. Il a ah oui oui, oui. des Mais connaissances de dingue, hein. Mais les goûts qu'il a des fois. il a toujours, en fait, il a toujours eu l'air insupportable tout le temps. Mais là, il commence à être méchant par-dessus et donc t'es un peu en mode Oui, arrête quoi, arrête tes conneries quoi. oui. D'habitude, il a entre guillemets son caractère à lui, mais là, c'est juste, comme tu De la dis, méchanceté. méchant, peut-être. Ouais. Ouais, Genre, c'est t'es en gratuit. mode lui il est nul, t'es en mode frère, en plus il pompe la moitié de ses scénarios sur des trucs. Il fait des bons films, je réitère, mais bon, calme-toi quand même. Calmez-vous. Donc voilà, Puis Matthew en Lillard, plus, non seulement ça se fait pas, mais en plus, genre dans le lot, il met Mathieu Lillard, putain, pas un mauvais acteur. trouver qu'il joue mal, faut y aller, quoi. Il a pas eu une bonne carrière parce que je pense qu'il a été un petit peu catalogué un peu trop vite. Mais c'est pas sa faute à lui, quoi. C'est plus les rôles qu'on lui a C'est- proposés, quoi. Ouais, c'est le genre d'acteur où j'ai toujours pensé qu'il a manqué un peu de chance. Que Ouais, clairement, il méritait mieux. ouais. Ouais, ouais. Mais là, il a une petite résurgence, donc ça fait plaisir. Ça fait Ah, il plaisir. serait temps quand même, hein, 56 ans, hein. Oui, bah après, Louis de Finesse, c'est arrivé tard aussi, hein. Oui, avec cet argument-là, tu peux tout expliquer, hein. Oui, bah mieux vaut tard que jamais. Tu Oui, sais, c'est vrai. acteur, tu peux le faire jusqu'à 75 ans. Non, c'est sûr, Voilà. c'est vrai. Voilà. Les sujets d'actualité, donc, puisque, en plus de nos héros, on retrouve un petit peu toute la clique d'antagonistes, de méchants, Fisk en tête, avec son cabinet officieux, sa conseillère un peu principale à la santé mentale, sa force un petit peu de police. Alors c'est la Anti-Vigilante Task Force, donc la, je sais pas la, comment on dit task force, hein, une unité d'élite Force anti-justicier, d'action? ouais, force d'action, anti-justicier, qui est un petit peu plus ou moins son armée privée, hein, voilà, voilà, plus ou moins. Ouais, il faut bien des vieux. Voilà, c'est vrai qu'il faut bien des vieux de Hollywood pour que ça me plaise. Tu vois, il faut bien des vieux. Euh, Alors, je voulais vérifier sur Google Trad, Task Force, il met groupe de travail. Je crois pas que c'était ce que tu avais en tête. non, c'est task force que dans la police, ce serait ouais plus section d'assaut, pas section d'assaut, mais voilà quoi. Euh, donc voilà, on a un petit peu toute la clique de. Force opérationnelle, c'est pas mal. Ouais, c'est pas déconnant. On a un petit peu voilà tout l'éventail, tout l'arc-en-ciel de la corruption des pouvoirs publics. Que ce soit politique avec Fisk, que ce soit plus gouvernemental, fonctionnaire avec son cabinet, euh, de l'ordre voilà, du médical avec Heather, et évidemment le côté la police avec cette AVTF. Euh, et alors, quand j'ai fait cette partie, je me suis dit, bon, je pense que la série, dès le premier épisode déjà, il va très fort. Et déjà au même rythme que la première saison en termes de critiquer un petit peu l'environnement politico-social surtout des États-Unis, mais je pense qu'on peut l'assimiler à plein d'autres endroits sur Terre. Donc je pense que la série va pas freiner là-dessus, elle devrait pas, hein, parce que comme toute œuvre d'art, elle doit dire quelque chose sur quelque chose. En plus, Matt Murdock a toujours eu le côté de agir quand la loi ne peut plus agir, en fait. Donc il y a un côté très intéressant sur qu'est-ce qui est la loi, mais qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est juste, etc. Donc je pense qu'on est typiquement dans le bon personnage pour raconter pour aborder ces thèmes-là. La question de jusqu'où la police peut aller. Est-ce que c'est parce que tu travailles pour le gouvernement que que tu travailles forcément pour une bonne cause, etc., etc. Enfin voilà. Et c'est vrai qu'au début, pour voilà un peu illustrer cette slide-là, j'avais mis une série qui parle de son temps et de son pays, parce que je pense que les parallèles sont pas compliqués à comprendre. Hein. Fisk, il y a un côté très Trump, dans le côté de plus c'est gros, plus ça passe, hein, globalement, populisme, tout ce que tu veux. Militariser une force de police que tu es un peu à ta solde, on est clairement dans ce que peut être l'ICE aujourd'hui, hein, un peu agir dans le cadre hors des cadres juridiques habituels, etc., etc. Donc je me suis dit la série est vachement pertinente là-dessus.
Et je me suis dit, mais le temps de écrire une série, de la produire, de faire la post-prod, tu peux pas imaginer tout ce qui se passe en. Et vu que je pense que la série parle surtout de ce qui se passe aux États-Unis, hein, parce que c'est là où vivent les scénaristes, vu ce qui s'est passé en un an du gouvernement Trump, tu peux pas anticiper ce genre de choses. C'est justement on va dire la prédilection de Donald Trump, c'est d'être imprévisible et de faire 4 milliards de choses à la minute. Donc tu peux pas genre mettre genre 16 mois à faire une série et être genre pertinent en mode et être calé bien dans le temps. C'est pour ça que j'ai mis et un peu l'inverse, parce qu'en fait je pense que c'est plus l'intemporalité des sujets comme les violences policières, la corruption, le bien et le mal, est-ce qu'il faut se rebeller contre l'autorité quand l'autorité est dans l'immoralité, ce genre de choses. C'est tellement des choses qui reviennent de manière cyclique qu'en fait la réalité a rattrapé la fiction, je pense, plus que la fiction dépeint la réalité. Je pense que après, ça fait des années qu'il y a des problèmes de police, de troubles d'ordre social aux États-Unis, mais à cette intensité-là, c'est quand même assez récent. Donc je pense qu'en fait, c'est la réalité qui est juste venue se greffer sur la série d'une manière assez terrifiante, hein, parce que quand je vois ce que fait, bah, par exemple, la Task Force, je me dis, bah, il y a des échos de l'ICE qui débarquent dans des endroits sans mandat, sans machin, et qui viennent emprisonner des gens alors qu'ils n'ont pas forcément fait grand chose. Donc il y a un cette arrière-pensée qui dit ah ouais c'est un peu trop réel, c'est un peu terrifiant. Donc c'est pas la faute de la série ça, mais ça ajoute une vraie portée assez du coup efficace, hein, parce que bah, c'est quand même c'est un sujet quand même assez réel hein, malheureusement. Donc voilà, la série Andorre c'était la même chose. C'était une série qui parlait de thématiques qui reviennent de manière cyclique et qui était extrêmement pertinente avec le contexte actuel parce que la réalité a rattrapé l'histoire que la série racontait. Et là c'est la même chose. Donc voilà. Et pour le coup je trouve que c'est fait avec. Alors réalisme je sais pas parce que je suis pas ces choses là au quotidien, mais ouais, le sort de passivité face à des systèmes un petit peu plus autoritaires, etc. Ça m'a l'air hein, de se dérouler un petit peu comme chez nous, hein, voilà, les figures d'autorité qui commencent par soit par chantage, soit par récompense, etc. Changent leur diagnostic médical ou se mettent à interroger enfin, à torturer des gens pour avoir des informations, des choses comme ça. C'est bien que la série continue dans ce sens-là. Alors je sais pas si le truc d'après j'ai mis sur. Non, ok. Euh, Profitons qu'on ait une image de Heather, donc Heather Glenn, donc qui est du coup l'ex de Matt, euh, qui est donc du coup maintenant un peu de la conseillère principale de Fisk aux affaires de santé mentale, qui est notamment en charge de interroger les gens que Fisk a mis dans sa prison clandestine pour voilà créer des profils psychologiques pour être utilisés ensuite dans des procès, etc. Et on voit voilà clairement le côté de comment tordre la vérité, comment tordre les faits, la loi pour obtenir ce que tu veux, etc. Euh, et à côté de ça, il y a aussi un peu le. C'est bien qu'ils aient pas abandonné ce truc-là. Elle a encore les séquelles de son attaque de Muse, qui était le tueur en série là avec la tenue blanche, avec le sport de cœur en sang et son sorte de cagoule. Et pour le coup, en à peine quoi, quelques scènes, le personnage est déjà plus terrifiant qu'en première saison. On la voit juste un peu en hallucination et en plus la mise en scène est plutôt bien foutue ou juste par un simple basculement de caméra très léger mais qui te montre clairement qu'il y a un truc qui déconne, il y a un truc qui va pas. Ça plus la musique qui est toujours aussi bien par les frères Newton. Voilà, comme quoi des fois il faut pas grand chose pour faire des bonnes séquences de tension, d'angoisse, etc. Donc voilà, c'est bien qu'ils aient pas coupé court à tout l'arc sur Muse, parce qu'en première saison c'était peut-être un petit peu celui qui avait le plus pâti du changement de vision créative. Donc voilà, ils font perdurer le personnage au moins par son écho dans le stress post-traumatique. Donc c'est bien. Et ça donne un petit peu plus de dimension au personnage que juste oh j'ai été trahi par mon petit copain, du coup je suis devenu méchant. Donc voilà, même s'ils avaient déjà préparé le terrain pour qu'elle soit intéressante avant, mais voilà, ça donne un petit peu juste que elle agit aussi parfois par une certaine peur de retrouver ce genre de menace. Donc ça donne des choses intéressantes. Et oui, en effet, Muse était quand même
assez décevant en première saison, malheureusement. Il y avait de quoi faire des trucs sympas. En mot de la fin, j'ai mis soyons patients, parce que ce premier épisode était sympa. Ça remet bien dans l'ambiance, ça remet bien dans le bain. Je pense qu'on est, par rapport aux épisodes de la première saison de Born Again, on est sur la moitié supérieure. C'est voilà, c'est un bon épisode, mais je pense que on n'est pas encore au maximum de ce qu'on pourrait faire. Et au vu, moi, des retours que j'ai vus, des avis de la presse, la série commence vraiment à être vraiment bien mieux à partir de l'épisode 3, 3, 4, et qu'avant c'est un petit peu plus freiné par un petit peu les travers de la première saison. Donc si déjà pour le moment je trouve que c'est bien, je pense qu'on peut s'attendre à encore mieux pour la suite, et je pense que voilà, soyons patients, on nous tease un petit peu Bullseye, on nous a teasé quoi, Jessica Jones. Bon, voilà. Ouais, c'est tard 3 et 4, mais en fait, c'est pas comme si là l'épisode que je venais de voir était horrible en fait. Là, l'épisode est bien. Il est pas excellent non plus, mais il est bien. Par exemple, le personnage de Chiri, dont j'en avais rien à foutre en première saison, là j'en ai déjà un petit peu plus quelque chose à foutre en juste un seul épisode. Donc voilà, donc en fait, si ça passe de bien à très bien, c'est pas comme s'il fallait se manger trois quatre épisodes vraiment nuls pour aller. Donc voilà, donc si c'est juste pour le moment bien et que c'est encore mieux par la suite, ça me dérange pas trop quoi. Donc Alors, soyons Max, je vois patients. ce que tu veux dire. Maintenant, une sorte de juste milieu, c'est bien aussi. C'est quand même rare où dans une épisode, dans une série de 8 épisodes où ça explose directement, c'est sur les chapeaux de roue et tout le premier épisode est extraordinaire. Je dirais même que je préfère que ça commence bien et que ça monte progressivement plutôt qu'on te balance la sauce dans le premier épisode et puis après, dès le deuxième, t'as un gros coup de mou, quoi. Ouais. Un peu comme les anciennes séries, tu sais, de 22 épisodes, où clairement, t'as que le premier épisode et le dernier épisode, que ça monte, et tout le reste, après, t'as un gros trait au milieu, Smallville. comme ça. Par exemple, ouais, Smallville exactement. avec quelques bons épisodes par-ci par-là, mais c'est vrai que globalement c'était quand même très la même formule toutes les semaines. Euh, C'est exactement ça. voilà, donc soyons patients. Pour le moment, ce qu'on nous sert, c'est quand même plutôt bon. Ça me donne envie de regarder la suite, hein, surtout la scène de toute fin. Oui, j'ai bien aimé. Voilà, une tente de voir l'épisode 2 et vu ce que j'ai vu comme critique, comme retour sur la saison, je suis quand même assez optimiste, enthousiaste à ce qui nous attend par la suite. Donc, premières impressions encourageantes. Je pense qu'on est sur C'est une vraie bonne évolution. c'est peut-être con aussi. J'ai bien aimé aussi que le masque. Alors, je rentre pas trop dans les détails pour pas spoiler, mais bon, même si ça serait pas un gros spoil. J'ai bien apprécié le fait que le masque soit retiré. Voilà, je vais me Hmm, contenter de dire ça. oui, Parce que ça n'arrive jamais. oui. Donc, Il y a toujours un euh, truc qui se passe pour ah en fait non ça a été évité. Là c'était vraiment ah mais il se passe ça, sauf que bon derrière il parce y que a du coup, j'y croyais même pas, en fait. Alors, bien évidemment, oui voilà, il il se y a un passe filet quelque chose. il se passe il y a un filet de sécurité derrière. On va dire c'est comme ça. Exactement. Mais en tout cas, ils ont joué, voilà, ils ont un peu désacralisé le principe du masque intouchable, quoi. Oui, c'était. Voilà. Et puis il y a le DD sur l'armure. L'armure est très cool. Oui, elle a de la gueule. Voilà. Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc ça c'est bien. Donc voilà, c'est bonnes premières impressions et je pense que ce Un n'est que le épisode début. sympa Hmm, qui donne envie de voir la suite, pour ma part, en tout cas. voilà. Non, je sais pas où il est DD. Probablement au Oui, pub. Mac, absolument. Voilà. C'est exactement ça, Mac. Bon. Le bouquin de Rockefeller, c'est terrible, mais ça se termine pas. Bon, je vais tout vous expliquer. Voilà. Et après, c'est fini. Donc bien évidemment, on vous recommande au moins de vous lancer dedans. Dans cette deuxième saison si vous avez aimé la première saison de Born Again, Bien si vous avez sûr, aimé la série Netflix, allez-y quoi, tout simplement. bien sûr, bien sûr.